Vous avez raison de parler d'obligations récentes parce que la législation depuis 2017 a beaucoup évolué en matière de responsabilité des administrateurs. Reste que cette responsabilité, elle est très ancienne. J'en ai trouvé la trace dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, bien sûr, mais même avant. Et il existe un texte fondateur dans le Code de commerce, qui est l'article L225-251, qui prévoit que les dirigeants, dont les administrateurs, peuvent être responsables lorsqu'ils ont commis une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, une violation des statuts ou une faute dans la gestion. C'est évidemment sur cette notion de faute de gestion que se cristallise une bonne partie du contentieux en la matière. Parce que, en fait, on fait un espèce de travail d'archéologie quand on regarde ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait par l'administrateur pour déterminer si c'est susceptible de constituer une faute de gestion. Il faut distinguer toujours dans ses responsabilités traditionnelles la situation de l'administrateur à l'égard de la société ou la situation à l'égard des tiers. Je vous le disais tout à l'heure, la société est en principe la première responsable. Il y a cet écran de la personnalité morale que j'évoquais. Donc à l'égard de l'administrateur, à l'égard de la société, il suffira que l'administrateur soit reconnu responsable, par exemple, d'une faute dans la gestion. En revanche, à l'égard des tiers, une faute dans la gestion ne suffira pas. Il faudra que le tiers, pour pouvoir poursuivre l'administrateur plutôt que la société, soit en mesure de montrer une faute détachable du mandat d'administrateur. La faute détachable étant la faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales. Donc on a cette différence de régime qui se justifie par l'existence de l'écran de la responsabilité de la personnalité morale. Dans les responsabilités nouvelles, on en a beaucoup parlé, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. On a la loi sur le devoir de vigilance qui date du 9 décembre 2016. On a également la loi de mars 2017 qui est la loi Sapin II, qui est entrée en vigueur au 1er juin 2017. Ces lois, ces textes écrits ont fait naître à la charge des dirigeants des obligations lourdes, essentiellement en matière de RSE et de lutte contre la corruption. On a également dans les nouvelles responsabilités justement tout ce qui est RSE, mais plutôt sous la forme soft law. Ce qu'on constate évidemment beaucoup, ce sont des dirigeants qui prennent la parole, qui prennent des engagements de nature, j'allais dire presque morale, en tout cas éthique, mais il faut prendre garde véritablement à la portée de ces engagements parce que ces engagements-là, même si c'est au cours d'une conférence de presse devant un journaliste, peuvent être source de responsabilité. En cas de mise en cause de la responsabilité d'un administrateur, évidemment, on songe immédiatement à l'intervention du juge, donc une sanction judiciaire, qui va se traduire généralement par des dommages d'intérêt. Donc dommages et intérêts qui seront mis à la charge de l'administrateur pour réparer le dommage auquel il aura contribué ou qu'il aura provoqué par sa faute. D'où évidemment les produits d'assurance que l'on trouve sur le marché. Toutes les compagnies d'assurance proposent des contrats d'assurance responsabilité civile pour les dirigeants. La sanction judiciaire, elle est pénible pour l'administrateur. Pénible parce que les procédures sont très longues, hein. On va pas se leurrer, c'est au minimum, c'est de l'ordre d'un an. Donc c'est évidemment le poids d'une procédure à supporter pendant tout ce temps-là. Il y a un aléa, évidemment la condamnation est toujours possible et ce type de procédure a un coût. Donc pour l'administrateur, c'est pénible à supporter. Mais pour celui qui se plaint du préjudice, par exemple la société, c'est pas non plus extrêmement satisfaisant parce que elle aussi, la société subit ce temps très long avec peut-être un résultat positif in fine, mais qui viendra, j'allais dire, un peu après la fête, quoi. Mais évidemment, c'est la première sanction à laquelle on pense, c'est la sanction judiciaire qui éventuellement peut aussi avoir une traduction pénale. Il peut y avoir
dans certains cas, des infractions pénales qui sont reconnues comme étant commises par l'administrateur. Mais la sanction à laquelle il faut peut-être plus faire attention parce qu'elle a beaucoup de retentissement et elle est immédiate, c'est l'image. L'image défavorable que peut donner au préjudice de la société une faute que commet un dirigeant, un conseil d'administration tout entier. Et ça, le problème encore une fois, c'est le retentissement, surtout évidemment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et l'immédiateté. Et c'est ce qui reste dans l'esprit, j'allais dire, du commun des mortels. Il va se souvenir d'avoir vu sur les réseaux sociaux que telle ou telle société, au travers de tel administrateur, avait déclaré faire ça, alors qu'en fait, elle fait l'inverse. Ça peut avoir un retentissement financier et donc entraîner quelque part une sanction financière au préjudice de la société. Donc il est très important de maîtriser la communication autour des messages que veut véhiculer la société, notamment au travers de ses administrateurs, pour éviter ce genre de déconvenus. Il y a plusieurs axes de prévention des risques de mise en jeu de la responsabilité des dirigeants. D'abord, évidemment, être dirigeant, qui plus est au sein d'une très grosse société, ça ne s'improvise pas. Donc il y a la formation. La formation comprend notamment la parfaite connaissance des rouages de l'entreprise, c'est-à-dire de la société. Il faut que celui qui siège au sein du conseil d'administration connaisse sur le bout des ongles les activités de la société, les particularités de toute nature, les chiffres évidemment, les concurrents, les sources de risques, faire une cartographie des risques également. De toute manière, c'est imposé par certains textes pour des entreprises de taille significative, mais cette cartographie des risques, il faut absolument que les membres du conseil d'administration en aient connaissance, ça va de soi. Donc il y a cet aspect formation avec une connaissance parfaite de la société au sein duquel on intervient en tant qu'administrateur. Il faut aussi informer les administrateurs, il faut que les administrateurs soient informés avant chaque réunion du conseil d'administration sur les tenants et les aboutissants des décisions sur lesquelles on va leur demander de délibérer. Donc il faut leur fournir suffisamment de temps en avance, tous les éléments d'information nécessaires pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Évidemment, les aspects financiers, mais pas seulement, justement, le risque à l'égard de la concurrence, le risque à l'égard des salariés, le risque en termes de communication, tout ça, il faut que les administrateurs en aient parfaitement conscience. Donc, former, informer, et puis il faut maîtriser la communication. Enfin, je le disais à l'instant, maîtriser la communication, ça veut dire s'assurer auprès des administrateurs de la parole qu'éventuellement ils véhiculent à l'extérieur, faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de phrases malheureuses qui soient prononcées et qui soient susceptibles de revenir en boomerang contre la société. Donc en résumé, il ne faut pas, encore une fois, agiter le chiffon rouge devant les administrateurs, devant les dirigeants et leur dire que fatalement ils sont exposés à des risques, en tout cas les administrateurs. Ils sont exposés à des risques quasi systématiques, mais encore une fois, on ne s'improvise pas administrateur, ça nécessite une certaine exigence, du temps aussi, parce que se former sur ce que c'est que cette société et s'informer sur ses projets stratégiques et toutes les décisions sur lesquelles on va être appelé à délibérer, ça nécessite de passer un petit peu de temps, de s'intéresser à la matière, de regarder un peu le marché. Mais si l'administrateur consacre le temps nécessaire, maîtrise sa communication, voire s'abstient de toute communication, puisque en réalité, n'étant qu'administrateur, il n'est pas censé être celui qui communique au nom de la société à l'extérieur. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Avec ce petit bémol de la liquidation judiciaire où, encore une fois, compte tenu d'un texte spécifique, le risque est peut-être accru, mais c'est heureusement pas la majorité des cas.